Cet épisode est rendu possible grâce à vous les patriotes sur Patreon. Merci à vous. Bienvenue sur Parlons peu, parlons ergo, le podcast de vulgarisation des connaissances autour de l'ergonomie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode intitulé JO, la double vie de nos athlètes, où nous questionnons la recherche d'équilibre entre le travail des sportifs de haut niveau et leur vie perso dans le cadre d'une préparation aux Jeux, mais aussi post-compétition. Au micro pour cet épisode, nous retrouvons Julia Bottin et Mathilde Lajoux. Bonjour Julia. Bonjour Mathilde. Ça va ? Ça va et toi ? Parfait. Salut Maxine, tu vas bien ? Salut les filles. Bah oui, ça va super et vous ? Salut. Top. Ça va. Donc brièvement, tu es journaliste, animatrice d'événements, conférencière, ancienne athlète de haut niveau, gagnante de Koh-Lanta 2021 et tu travailles aussi un petit peu avec le comité olympique pour les Jeux de Paris. Voilà, donc un palmarès quand même assez long, hein, c'est le cas de le dire. T'es pas trop mal pour l'instant. Je suis pas trop mal. Quelque chose à ajouter peut-être ? Non, ça suffira. Donc avant de travailler dans le sport, tu as été athlète de haut niveau, donc même si c'était amateur pendant une dizaine d'années. Et je suppose que le volume d'entraînement, il est quand même assez intense quand on fait ça et que c'est assez difficile à organiser. Donc comment tu faisais pour gérer ça avec l'école, les études, la vie sociale ? Écoute, pas facile. J'ai commencé le sport à 9 ans. Enfin, je pense que j'ai été à haut niveau dès 10 ans, à peu près. Enfin, j'ai commencé le sport bien avant, mais je veux dire vraiment à haut niveau, à faire des compètes, des championnats de France, à commencer à aller sur des championnats d'Europe, plutôt vers 10 ans, donc c'est quand même très jeune. Et à l'époque, j'étais au collège, donc. Et c'est vrai que mon rythme de vie était particulier par rapport aux autres collégiens. J'avais pas tout ce qui était art plastique, sport, musique, techno. En fait, j'ai jamais fait ça parce qu'à la place, je remplaçais ça par des heures de permanence pour faire mes devoirs. Et ça me suffisait pas d'ailleurs parce que je me souviens qu'en rentrant chez moi après l'entraînement du soir, je devais encore m'y coller. Donc c'était un rythme, franchement le collège c'était dur. Quand je faisais de la gymnastique acrobatique notamment, c'était pas facile. Je m'entraînais à Bois-Colombes, j'étais à l'école à Nogent. Ma mère faisait les allers-retours. Avec mon frère, on était dans le même club. Lui, il faisait du trampoline, donc moi, de la gym accro. Et voilà, elle s'est tapée pendant 6 ans ces allers-retours-là, où parfois on arrivait en retard à l'entraînement, du coup, parce que le temps de partir de Nogent avec le périph', les bouchons, j'avais entraînement à 17h30 et parfois, ça m'est déjà arrivé d'arriver à 19h, alors que je finissais entraînement à 20h. Donc, pas facile. Franchement, pour une petite fille, en fait, je me rends compte aujourd'hui encore plus que c'était pas facile. Ça m'a soulagée quand je suis arrivée à l'INSEP, donc à 15 ans, en seconde. Et là, c'est vrai que ça a pas mal changé. J'avais des horaires vraiment aménagés. J'ai changé de discipline à ce moment-là. Un mois après être arrivée en seconde, mes porteuses ont décidé d'arrêter en gym accro et je me suis retrouvée un peu toute seule du jour au lendemain. C'était compliqué de continuer dans cette discipline-là où il n'y a pas beaucoup de licenciés. Donc retrouver quelqu'un qui avait le même niveau que moi, enfin, fallait vraiment tout recommencer à zéro et c'était un peu compliqué. Une porte s'est ouverte au plongeon avec cette opportunité de JO, de Jeux Olympiques que j'avais pas en gym accro parce que c'était pas une discipline olympique. Donc j'ai foncé, j'ai pas réfléchi vraiment longtemps. Et là, pour le coup, plus simple de pratiquer son sport quand même, moins de contraintes et vraiment une structure qui est faite en fait pour les sportifs de haut niveau. Donc tout est bien organisé, t'as les cours le matin, tu t'entraînes de 10h à midi, tu manges bien, t'as une cantine adaptée, tu reprends les cours l'après-midi, t'as encore entraînement le soir. Ouais, c'est un rythme de vie particulier. Oui, ça t'isole. Mais en même temps, je pense que j'ai fait les meilleures rencontres de toute ma vie sur cette période insepienne-là. Tu vois, toutes mes meilleures potes aujourd'hui ou mes meilleurs potes, ils sont quasiment tous de l'INSEP. Et c'est quand même hyper enrichissant d'être aux côtés de sportifs qui pratiquent pas forcément la même discipline que toi. Donc c'était dur, mais c'était tellement cool. Et du coup, tu as arrêté avec l'âge adulte, mais pourquoi tu n'as pas voulu en faire une carrière ? Au plongeon, tu veux dire ? Au plongeon, ouais. Parce que... Écoute, j'en ai fait pendant 6 ans. J'ai fait des championnats d'Europe, des championnats du monde. Franchement, j'ai vite progressé parce que forcément, quand tu viens de la gym accro, tu maîtrises... T'es acrobate. Donc au plongeon, c'est ce qu'ils recherchaient aussi. Et c'est pour ça que j'ai été prise directement quasiment en équipe de France. Donc j'ai très vite progressé et j'ai touché les jeux du bout des doigts parce que j'ai arrêté 6 mois avant les Jeux de Rio, en 2016. Parce que pour le coup, là, j'en ai eu marre en fait. Enfin, je pense que trop de sport de haut niveau depuis toute petite, depuis mes 9 ans... Ça a commencé à me taper un peu sur le système, justement, peut-être d'être aussi un peu isolée, de me rendre compte que l'INSEP, t'étais dans une belle bulle, mais en fait, tu savais pas vraiment qui t'étais à l'extérieur. Je pense que ça m'a questionnée. Et j'ai arrêté à partir du moment où je me suis dit que je m'y retrouvais plus et
en fait, j'arrivais plus à répondre à la question pourquoi tu fais ça, pourquoi autant d'heures d'entraînement, pourquoi, parce que c'est dur. Enfin, j'aime bien dire ça, mais c'est vrai que ça m'a apporté tellement de choses, le sport de haut niveau, tellement de valeurs, ça a forgé, j'en suis sûre, la personne que je suis aujourd'hui. Mais faut pas oublier que c'est très dur. Hein. Il y a beaucoup de rigueur. J'en ai chié, hein. J'en ai chié toutes ces années, franchement. J'ai pleuré de nombreuses fois à l'entraînement. La gym, c'était très dur. Autant le plongeon, c'était quand même un peu plus cool. Mais voilà, je pense que tout ça m'avait marqué et qu'à un moment donné, à 21 ans, j'ai dit stop, je suis plus heureuse. Et voilà pourquoi j'en ai pas fait... Enfin, voilà pourquoi j'ai pas continué encore plus longtemps. J'étais épuisée, en fait. Mentalement, j'étais épuisée, j'étais au bout. C'était pas si amateur que ça, en fait, comme sport. Tu m'as dit que c'était amateur, mais... En fait, on dit que c'est du sport amateur parce qu'on gagne pas notre vie avec ça, tout simplement. Et c'est la majorité des sports qui sont représentés aux Jeux Olympiques. Tu ne gagnes pas ta vie avec ces sports-là. Et c'est ça, les JO. En fait, c'est ça la magie des Jeux. C'est que c'est que des sports amateurs parce que t'as pas de salaire. Moi, j'étais pas payée. Enfin, et il y a plein de gens qui me disent, mais du coup, pourquoi tu faisais ça ? Ça me fait marrer, cette question. Il y en a plein qui me posent cette question. Mais elle est pas bête, mais je faisais ça par passion, en fait. Les JO, c'est de la passion, c'est un sport qui te fait kiffer et que tu fais pour le plaisir. Alors après, le plaisir et le haut niveau, c'est quand même très border, parce que c'est quand même dur de trouver encore du plaisir quand tu vas chercher la perfection tout le temps. Mais en tout cas, j'aurais jamais gagné ma vie avec le plongeon, sauf si j'avais été championne du monde ou championne olympique, et encore. Enfin, les sommes, elles sont dérisoires. Donc moi, si tu veux, j'avais ma petite somme de mon club tous les ans, peut-être de 1000 balles qui me payait l'INSEP, qui compensait un petit peu ce que mes parents devaient payer. Mais sinon, tu n'as aucune aide. Un peu d'aide de la Fédé de temps en temps, mais c'est une catastrophe. Tu peux pas vivre avec ça, clairement pas. Et donc, tu as répondu un peu en partie à ma question suivante. Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre un sportif amateur, professionnel, un sportif installé qui peut en vivre ? Est-ce que c'est une question de volume d'entraînement, une question d'aide, une question de salaire, comme tu l'as dit ? Déjà, c'est une question de médiatisation. Enfin, tu vois, le plongeon, c'est un tout petit sport. On était vraiment le sport le plus pourri de la Fédération française de natation. On était combien en équipe de France ? On devait être, 6. Enfin, au championnat de France, on était 10. Et encore, dans ma catégorie, au championnat de France, je me souviens, quand je plongeais à 3 mètres, on était 2 parfois. Et on enchaînait. Enfin, c'était ridicule. Le championnat de France, il n'y avait pas de public, il n'y avait rien. C'était l'enfer. Donc, qui dit pas de médiatisation, on dit pas de sponsor, pas de... Enfin, tu vois, tu passes pas à la télé et on sait que c'est important aujourd'hui pour pouvoir en vivre. Ce qui est trop cool avec les Jeux là, de Paris, c'est qu'en fait, c'est une aubaine pour les sportifs amateurs parce que ça leur a permis là, pendant 4 ans de pouvoir surfer là-dessus et c'est trop bien pour eux et de pouvoir enfin en vivre un petit peu. Et encore, ils ont intérêt à capitaliser à mort parce que après les Jeux, c'est fini, ça s'arrêtera. Donc, j'étais pas assez bonne. Tu vois, je pense que déjà, de 1, j'étais numéro 1 française, mais finalement, d'un sport dont personne parle, donc on s'en fout. Donc, il aurait fallu vraiment que je tape être championne olympique. Peut-être que ça aurait intéressé un peu plus de sponsors, mais j'en étais bien loin. T'as plein de paramètres qui font que le plongeon, ça rapporte pas une thune, quoi. Tu nous disais que tu étais passionnée par ton sport. Et est-ce qu'on doit forcément être passionné par son activité pour l'exercer ? Et est-ce que cette passion, elle peut rester intacte ? Est-ce que, par exemple, quand tu as commencé jusqu'à tes 21 ans, c'était toujours la même passion ? Ouais, franchement, ça c'est hyper important, je pense. Et c'est ce que je dis, enfin, en tout cas, c'est ce que je vois à travers les sportifs que je suis aujourd'hui de par mon métier de journaliste. Je vois... En fait, pour moi, c'était vraiment très dur de pouvoir garder la passion et le sport de haut niveau. C'était limite incompatible. Mais peut-être parce que mon expérience a fait que... En fait, j'aimais peut-être pas tellement le plongeon. Tu vois, je pense que ça, je l'ai réfléchi vraiment après en arrêtant. Parce que pour moi, arrêter le plongeon, ça a été la meilleure décision de toute ma vie, même si c'était à 6 mois des Jeux et que j'étais bien partie pour me qualifier. Je pense que pour le coup, le plongeon, j'avais pas cette passion-là dès le début, en fait. J'ai choisi ce sport-là par défaut parce que j'étais à l'INSEP, parce que je voulais pas quitter l'INSEP, je trouvais ça trop cool. Et puis, je voulais pas m'arrêter là. Enfin, j'avais encore plein de trucs à faire dans le sport de haut niveau. On m'a ouvert cette porte-là. Il y avait les JO. Enfin, moi, j'ai vu que des étoiles et j'ai foncé. Mais je pense que de base, et je me souviens dès le début de ma carrière de plongeuse avoir dit j'aime pas l'eau. Tu vois... c'était pas mon sport de prédilection. La gym accro, c'était mon sport de prédilection et ça me manque encore aujourd'hui, tu vois. Donc je pense que pour endurer autant de... J'aime pas le mot sacrifice, mais
autant de dureté, en tout cas quotidienne, je pense que t'es obligé d'être passionné. Et justement, c'est ce que je vois avec les sportifs aujourd'hui qui vont faire les Jeux. Ils arrivent quand même toujours à trouver cette petite passion au fond d'eux. Elle est là, quoi. Et en fait, elle est essentielle. Sinon, tu peux pas... Enfin, c'est comme dans tout, je pense. Tu peux pas ingérer autant d'heures de travail s'il n'y a pas au moins un truc qui te fait vibrer. Et moi, je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté. J'avais pas ce truc-là. Mais donc oui, pour moi, c'est essentiel. Dans le titre, on a mis la double vie des athlètes. On sous-entend d'une part la vie sportive, mais aussi la vie professionnelle à côté et la vie perso. Du coup, ça fait plutôt une triple vie, finalement. Et au bout du compte, est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre de vie global en jonglant avec les différents statuts ? Et est-ce qu'on sacrifie pas une vie au profit de l'autre ? Franchement, moi, j'ai pas eu l'impression de sacrifier de choses à ce niveau-là. Peut-être plus au collège, parce que mon rythme de vie était quand même vraiment particulier par rapport aux petites filles de mon âge. À partir du moment où j'étais à l'INSEP, honnêtement, socialement, j'étais hyper bien entourée. Je me suis fait des super potes. Ma famille, elle était pas loin, parce que j'habitais à Champigny-sur-Marne. L'INSEP, c'est à Vincennes. Ils diront Paris, mais c'est à Vincennes. Donc c'était à côté. Franchement, et mes parents, moi, ils ont toujours été hyper importants pour moi, mon frère aussi, donc il fallait que je sois à côté de ma famille. J'ai fait un double cursus, tu vois, sport-études avec mes études de journalisme, qui a fait que... Et je pense que c'est ça qui m'a sauvée très honnêtement quand j'ai arrêté le plongeon, du jour au lendemain. C'est que j'étais quand même bien équilibrée sur tout le reste, quoi. Donc je pense que c'est possible. C'est pas facile, parce que quand t'as cette vie de sportif de niveau-là, tu vois, mon chéri, par exemple, les joueurs de tennis professionnels, là, c'est du sport professionnel, pour le coup, parce que c'est son métier. Nous, c'est un métier, mais pas rémunéré, en fait. Mais lui, c'est galère. C'est galère parce qu'il est toutes les semaines en tournoi. Donc, mine de rien, t'as pas de cercle. Enfin, depuis qu'il est tout jeune, depuis qu'il a 14 ans, il part à l'autre bout du monde toutes les semaines. Donc, tu te crées pas de cercle d'amis. Il est loin de sa famille. Ouais, c'est plus compliqué. Je pense que ça dépend des sports que tu pratiques. Tu t'écoutes les escrimeurs, c'est pareil. Ils sont tout le temps partis en stage. Moi, j'avais moins ça. C'est vrai qu'avec le plongeon, on partait moins en stage. On avait moins de compètes aussi dans l'année. Donc, ça faisait partie de ces sports où tu pouvais quand même garder un rythme social assez cool. Mais j'ai l'impression que dans beaucoup de sports, c'est dur quand même. Tu peux, mais c'est un petit sacrifice à faire et c'est vrai que souvent on finit par plus trop t'inviter aux soirées parce qu'à force de dire non. Mais bon, c'est comme ça. Après, c'est des choix. Franchement, c'est des choix personnels, quoi. Donc la préparation des athlètes français pour les JO et les Paralympiques de Paris 2024 repose sur la reconnaissance du statut de sportif de haut niveau. Et cette reconnaissance, elle permet des aménagements de la vie professionnelle, voire personnelle des sportifs. Et quoi, les moyens existants pour encadrer une carrière de sportif de haut niveau ? Est-ce qu'il y a une préparation spécifique ? Est-ce qu'il y a un emploi du temps qui change ? Est-ce que les volumes d'entraînement sont plus intenses ? Ouais. De toute façon, l'année de la prépa olympique, c'est la pire. Enfin, bon, déjà, des jeux, ça se prépare. T'en as qui préparent ça à 4 ans, t'en as qui préparent ça à 10 ans. Enfin, tu vois, c'est quand même le travail de toute une vie de sport. Mais l'année particulièrement, je trouve le processus de sélection olympique est très dur. Psychologiquement, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai craqué. Voilà, je sais pas, t'as l'échéance qui se rapproche, tu dois réaliser ton rêve que t'as depuis toute petite, puis si tu fais pas les jeux, tu sais très bien que tout le monde va te dire « Ah bon, tu fais pas les jeux ?» Enfin, tu vois, t'as aussi ce truc en France où, en fait, les gens croient que c'est facile de faire les jeux. Les gens croient que la majorité des sportifs de haut niveau font les jeux, mais c'est pas vrai, en fait. Il y a une minorité de sportifs de haut niveau qui arrivent à atteindre ce Graal-là. Et ça, je pense que c'est important de le dire et de le souligner. Et en fait, tous ceux qui font pas les jeux, pour le coup, ils ont rien. Tu vois, autant je vous parlais de ceux qui font les jeux, qui ont un peu d'aide là, financière, parce que, évidemment, les marques, elles investissent. C'est chez nous, c'est à Paris. Enfin, là, c'est un truc de fou. Ça a pris une ampleur de malade. Et je pense que t'as plein de sportifs, quand même, qui ont rejoint des teams d'athlètes, ce qu'on appelle aujourd'hui, qui arrivent à gagner. Après, c'est pas des sommes incroyables non plus, hein. Mais en tout cas, qui gagnent enfin un peu d'argent. Tous les autres, qui sont pas forcément mis sur le devant de la scène et qui font quand même les jeux, ils ont 0. Hein. Donc, et ceux qui font pas les jeux, c'est encore pire. Donc voilà, je pense que l'année olympique est très dure parce qu'il y a ça aussi à gérer. Il faut gérer les sponsors, il faut gérer la charge d'entraînement qui est évidemment 2 fois plus dure parce que t'as envie d'être performant au jeu et en fait c'est maintenant ou jamais. Si tu veux justement pouvoir peut-être en vivre et en faire ton métier, c'est maintenant ou jamais. Genre c'est une Olympiade, surtout là à Paris.
T'imagines, tu deviens champion olympique à Paris, enfin... Ouais, ta vie peut changer, clairement. Donc, je pense que tu as toute cette pression-là. Je pense effectivement qu'il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en place pour aider les sportifs, pour les soulager, en tout cas à pouvoir... Enfin, t'en as plein, là, qui ont pris une année sabbatique, enfin, en tout cas, qui ont arrêté leurs études et qui ont mis tout ça en pause et qui peuvent vivre cette année parce que, justement, il y a les Jeux de Paris qui arrivent, parce qu'ils ont des contrats. Par exemple, il y a des CIP. L'Agence nationale du sport aide beaucoup les sportifs. T'as des CIP avec des entreprises où c'est des espèces d'alternance où t'es rémunéré en fait tous les mois comme un salarié classique, sauf que ton travail c'est de t'entraîner. Donc ça change tout en fait. Ça change tout et c'est trop cool que les sportifs aient enfin accès à ces aides-là. Moi, ce que j'espère pour eux, c'est que ça va durer, c'est tout. Mais là, je trouve que ça... En tout cas, les Jeux de Paris ont vraiment mis un gros coup de pied là-dedans et c'est cool. Est-ce que toi, tu as senti cette pression avant les Jeux de Rio? Finalement, tu les as pas fait, mais tu as senti cette pression sociale? Tu disais qu'en France, c'était très fort et tout ça. Est-ce que tu as senti ça sur tes épaules, que les gens voulaient que tu fasses les Jeux ou tes entraîneurs? Ouais, mais je pense que en fait, quand t'es dans ce milieu-là, c'est juste que tu as peur de décevoir tellement de monde. Toi, le premier, évidemment, mais en fait... Tu vois, ta fédération, elle te fait vite comprendre que si t'es pas performant, tu te fais virer de l'INSEP ou alors on t'envoie plus sur les championnats. Donc, ouais, t'as des minimums de points à faire et tout ça, c'est un cercle un petit peu vicieux où, ouais, faut tenir le coup, quoi. C'est pas facile. Donc oui, t'as pas envie de partir de l'INSEP. Donc ce que tu fais, c'est que tu te mets 2 fois plus de pression, que tu retournes à l'entraînement, que tu essaies de t'entraîner, que tu veux rendre tes entraîneurs fiers, puis ta famille aussi qui s'est investie. Parce que moi, il y avait mes parents, depuis que je suis toute petite, qui étaient là derrière moi. Et je dis pas qu'ils m'ont pas du tout forcé à faire quoi que ce soit, mais forcément, je sais pas, ma mère, elle m'a emmenée pendant 6 ans à Bois-Colombes. J'avais pas envie de la décevoir, quoi, qu'elle ait, entre guillemets, pas fait tout ça pour rien, tu vois. Et même si ta mère, elle va te dire, mais ça va pas de penser ça, pas du tout, tu le penses quand même inconsciemment au fond de toi. Donc, ouais, t'as toute cette pression-là de la fédération, de tes proches, et des gens qui connaissent rien et qui forcément te disent « Ah bon, tu fais pas les Jeux ?» Ah, mais c'est facile de faire les Jeux. Non, mais tu vois, je pense que les gens, ils se rendent pas compte. Et puis, on n'est pas un pays de sport, en plus. Donc, qu'est-ce que tu veux parler de sport En France, c'est compliqué, hein. Le sport, à l'école, déjà, ça part mal, hein. Donc, on part de loin, de très loin. Et c'est cool aussi, les Jeux de Paris, pour ça. C'est que, on essaye de changer des choses. C'est long, mais moi, j'aimerais bien qu'on soit un pays... comme, je sais pas, en Europe, il y a tellement des pays qui sont beaucoup plus investis dans le sport. Aux US, ça serait un rêve, mais bon, on en est bien loin. Mais au moins qu'on se cale sur le système, je sais pas, anglais, allemand, espagnol, qui est plus cool, quoi. Est-ce que tu trouves que les moyens pour accompagner les sportifs, que ce soit même dans un parcours psychologique ou, comme tu dis, les aides et la préparation, c'est suffisant? Est-ce que c'est accessible pour tous les sports de la même manière? Suffisant, à mon époque, non. C'est-à-dire, je te dis ça, 21 ans, j'ai 29, voilà. Quelques années en arrière. Ouais, je suis très nulle en calcul mental. Bref, il y a 8 ans, quoi. Non, ça l'était pas. Après, moi, quand j'étais à l'INSEP, on m'avait fait voir un psy pendant toute la période où j'étais pas très bien. Quand j'ai voulu arrêter, j'ai été suivie, hein. C'était très bien. Je pense que ça m'a aidé justement à prendre conscience, notamment que j'étais pas obligée de me forcer à continuer un truc que j'aimais plus. Mais en tout cas, à cette époque-là, c'était, je trouve que c'était mal vu, limite, d'aller voir un psy. Ça voulait dire que t'avais un problème. Ça l'est toujours un peu aujourd'hui, tu vois. Un peu moins, et c'est ça qui est trop cool. Mais en fait, ça dépend des générations. Tu vois, par exemple, nos parents, ils ont clairement pas été habitués à ça. Donc, quand tu vas leur dire, faut que j'aille voir un psy. Ouais, si tu tombes sur des parents qui sont de la vieille école, ils vont te dire comment ça, faut que tu ailles voir un psy. Donc ça change, heureusement, ça change. Et les nouvelles générations, c'est trop cool parce qu'elles ont beaucoup moins de tabous, en tout cas, à parler de ça. Mais dans le sport de haut niveau, c'est pareil, ça a mis un petit peu de temps à arriver. À mon époque, c'était pas très encore connu. Il n'y avait pas trop de préparation mentale encore. Aujourd'hui, c'est essentiel. Tu regardes dans les staffs des sportifs de haut niveau, ils sont blindés. T'as le psy, t'as le prép mental... t'as le nutritionniste, t'as le coach bis. C'est trop bien, ils ont des super staffs et c'est cool, c'est ce qu'il nous faut en même temps, tu vois. Donc c'est essentiel, mais ça a mis du temps à arriver. Écoute, on va doucement en France. Tu parlais de la politique américaine et de leur entraînement. En quoi ça diffère vraiment de notre politique française? C'est plus laxiste, on est plus centré sur l'athlète en lui-même? Mais non, mais c'est juste qu'aux États-Unis, tu fais du sport, t'es un idole. Enfin, en fait, ça change tout. Enfin,
c'est quand même le seul pays où la resta, c'est Simon Biles, c'est une gymnaste. Est-ce qu'on a ça en France ? Non, enfin, nous, les gymnastes, c'est c'est le bas de la chaîne, quoi. Pour être haut, t'imagines ? Enfin, autant que... Bon, après, ils sont beaucoup plus, hein, c'est un plus grand pays, je suis d'accord, mais cette meuf-là, c'est une big resta, quoi. C'est comme si, nous, une Marine Boyer, c'était la même chose. Alors que tu vas dans la rue, tu demandes qui est Marine Boyer, personne ne sait qui est Marine Boyer. Alors qu'elle a un super palmarès, pas autant que Simone. Mais c'est juste pour dire que les athlètes, et ça commence dès la fac, dès l'école aux US, enfin, moi qui ai fait quelques compètes aux US, les infrastructures, elles sont dingues. Nous, en France, on n'a pas une piscine. Là, maintenant, grâce aux Jeux, si, on a Saint-Denis, ils ont créé la piscine du coup olympique. Mais avant ça, il n'y avait aucune piscine qui avait les bonnes normes pour bien s'entraîner correctement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 0 plongeur en France. Donc là, j'espère que ça va changer, qu'on va pouvoir justement avoir des profs qui enseignent le plongeon. Mais c'est chaud, quoi. Les infrastructures en France, aux US, c'est tout et son contraire, quoi. C'est pas comparable, en fait. Et même en Angleterre, hein, t'as même pas besoin d'aller jusqu'aux US. Hein. Les piscines en Angleterre, elles étaient incroyables. Donc là, t'es dans des bonnes conditions pour pouvoir pratiquer ta passion et peut-être en faire ton métier. Et aux États-Unis, tu croises un sportif dans la rue qui est médaillé olympique, mais t'es comme un dingue. Ici, personne sait... Enfin, tu vois, je sais même pas s'il y a des gens qui savent qui est Florent Manodou, tu vois. Enfin, j'abuse. Non, mais quand même... Ouais, mais tu me dis ça, mais je suis sûre qu'on trouve des gens qui savent pas qui c'est, tu vois. Enfin, c'est Marie-Jo Pérec, c'est pareil. Enfin, en fait, le sport aux US, c'est une institution. C'est-à-dire que les gens connaissent même les anciens sportifs. Là, aujourd'hui, tu fais venir un ancien sportif, je sais pas, qui est de la génération de nos parents, ils vont te dire, mais qui, tu vois. En fait, il n'y a pas le même... Je trouve qu'il n'y a pas le même respect pour le travail que c'est, en France, d'être champion. Bah, peut-être parce que c'est pas considéré comme un travail d'être athlète en France. Non, mais déjà, t'as raison, il faut commencer par là, c'est clair. Quelle est la finalité d'un athlète de haut niveau ? Est-ce que c'est gagner une médaille, participer, gagner en visibilité ? Et en rapport avec ce que tu disais juste avant, est-ce que la finalité peut être différente en fonction du pays ou du sport ? Je pense que tous les sportifs te diront pas la même chose. Je pense que ma finalité à moi, c'est juste d'être épanouie et d'arriver à faire toujours mieux, en fait. Je pense que moi, en tout cas, c'est ce que je cherchais dans ma carrière. C'est pas, finalement, tu te rends compte que la médaille, c'est cool, mais c'est tellement éphémère. Enfin, tu vois, tu montes sur un podium, ça dure 30 secondes, t'entends la Marseillaise, t'es trop fière. Après, ta médaille, tu l'accroches au mur. Mais ce que t'en retiens le plus, c'est vraiment le chemin parcouru, justement. Ce que je te disais, les moments difficiles, je pense que c'est plutôt ça dont t'es hyper fière, en fait. C'est d'avoir réussi à passer ces moments-là de down, parce que évidemment, quand t'es sportif de haut niveau, je pense qu'il n'y a pas plus résilient que nous. Et qu'en fait, tu tombes tous les jours et que tu rates tous les jours et que tous les jours, il faut réussir à rebondir, à faire mieux, à remonter sur la plateforme, même si t'as eu peur, même si la nuit, t'endors plus. Voilà, en fait, c'est ça que ça t'apprend. Et en tout cas, la finalité, pour moi, c'était d'essayer d'être au maximum de mon potentiel, en tout cas. Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais je suis hyper contente, en tout cas, de... Tu vois, quand je regarde ma carrière aujourd'hui, je suis super fière. J'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais parce que pour moi, l'échec des Jeux, c'était un big échec. Mais en fait, en voyant où tout ça m'a menée, et en réussissant justement à passer ces paliers-là et les périodes plus compliquées, je suis hyper fière de ça. Donc tu vois, ma finalité peut-être à moi, c'est là, avec du recul aujourd'hui, de te dire que je suis hyper fière de ma carrière, même si j'ai pas été championne olympique, ni championne du monde, ni championne d'Europe, mais les médailles, finalement, tu vois, elles sont rangées dans mon grenier et c'est tout. J'en ai même pas accroché au mur. Donc, comme quoi. Le chemin est plus important que la finalité, finalement. Ouais, et pourtant, il est hyper dur à apprécier, hein, je te cache pas. Je te dis ça avec du recul. Le chemin, il est trop dur à apprécier. C'est une galère. Je me souviens pas avoir fait un entraînement, tu vois. Enfin, c'est rare étaient les entraînements où j'étais contente à la fin de l'entraînement, où je m'étais amusée. Ouais, ça se comptait sur les doigts d'une main en une année, franchement. Où vraiment j'avais kiffé, pris du plaisir et tout, où je ressortais, j'étais là, waouh, franchement, je me suis trop bien entraînée. C'était hyper rare. J'étais plus déçue de moi que contente, tu vois. Pourquoi t'étais plus déçue de toi ? Parce que on t'en demande toujours plus, et puis toi, en fait, tu t'en demandes toujours plus, tu veux toujours
faire un plongeon mieux réussi parce que c'est ce qu'on t'apprend. T'es un petit peu un robot, mine de rien, quand tu fais du sport de haut niveau. Donc, ouais, tu veux toujours... En fait, mais ça se ressent dans ma vie aujourd'hui. Hein. Je vous avoue, je suis très perfectionniste. Hein. Genre, y a un moindre détail qui va pas, je remets tout en cause. Tu vois, et heureusement que j'ai trouvé un mec qui est pas du tout comme ça et qui me dit mais c'est bon, genre c'était trop bien. Enfin, mais moi je vois ce petit truc, tu vois, de négatif et ouais, c'est ça qui est dur, tu vois. C'est paradoxal parce qu'en fait, quand on t'entend parler, j'ai l'impression qu'il y a une certaine sorte de souffrance. Mais on est sado. Mais on est sado de ouf. Mais tout le monde te dira ça. Ouais, bah il y a de la souffrance. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, on peut pas dire le contraire. Enfin, quand tu te tapes une charge pareille d'entraînement tous les jours, que tu fais mal à ton corps, parce que c'est le cas. Enfin, chaque jour, t'as mal quelque part, quoi. T'avais à peu près combien d'heures d'entraînement par jour ? On s'entraînait 2 fois par jour, 2 heures, donc tu vois, 4 heures, 5 heures voire, par jour pendant 6 jours sur 7. Donc t'es sur des 35 heures. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit que c'est un travail. T'es clairement sur des horaires de travail. Donc, 35 heures à 15 ans. 35 heures à 15 ans. Après, moi, je faisais des sports où t'étais mature très jeune. Mais ouais, c'est ouf. Sans être payé. Jamais. Non, enfin, en tout cas, pas avec un salaire au SMIC par mois, ça c'est sûr, quoi. Comment tu qualifies ton travail ? T'as tout qui est comme quelqu'un qui travaille, mais sans le salaire. Enfin, tu vois, c'est exactement la même vie qu'un mec qui se lève le matin parce que tu as cette contrainte-là. Tu dois arriver au travail à 8h. Bah, nous, on arrive à la piscine à 8h. Et puis, on te dit, bah, tiens, tu dois faire ça aujourd'hui. Bah, tu fais ça aujourd'hui. Et puis voilà. Et tu as quand même des comptes à rendre, mine de rien, à ta fédération. Tu vois, c'est un peu le même rythme de vie qu'un salarié lambda dans une boîte. Mais version, bah, toi, les comptes que tu as à rendre, c'est à ta fédé. T'as les mêmes heures d'entraînement que quelqu'un, les mêmes heures de travail, mais version entraînement que quelqu'un qui travaille dans une boîte. Et la seule différence en fait que je vois avec tout ça, c'est que t'es pas payé. Et c'est pareil. Et tu vois plus tes partenaires d'entraînement que ta famille. C'est exactement pareil dans le travail. Tu vois, finalement c'est ça qui est ouf, quoi. C'est que tu dédies autant de temps. Finalement à quelque chose où t'as même pas de carotte entre guillemets à la fin, ou au moins t'as une pseudo-récompense de thunes, quoi. Non, mais ça compte, tu vois, dans la vie, quand même, ça fait partie de ton épanouissement, d'être quand même un peu payé avec tout le travail que tu fais, que tu fournis. Et nous, on n'a pas ça. Donc, c'est pour te dire à quel point, et c'est pour ça que je te disais qu'il faut être passionné. T'imagines, si t'es pas passionné, tu te tires une balle directe. Enfin, c'est mort. Tu peux pas être bon, en fait. Tu peux pas être champion olympique si t'es pas passionné, vraiment, comme un dingue de ton sport. Et ouais, on est des gros bosseurs, faut le dire. On est des gros bosseurs, on compte pas nos heures, tu vois. Pour le coup, les heures sup, elles sont pas payées. Ça. Et tu nous parles de carottes, mais enfin de carottes dans le sens un objectif. Une compétition, par exemple, ça donne pas du sens à ton parcours ? Bah si, mais carrément, et heureusement. Enfin, moi, je pense que c'est ce qui m'a motivée depuis toute petite. Hein. Et la plupart des gens, quand tu leur demandes justement qu'est-ce qui t'a motivé à devenir cette championne, c'est ça. Il te faut une carotte, il te faut de la compète, il faut que tu aies un objectif. Sinon, mais comme tu vois, on en revient tu peux pas aller au travail sans avoir d'objectif, tu vois. Enfin, moi, je comprends pas, en fait. Je comprends pas comment on peut se lever tous les matins sans avoir un objectif. Ça peut être n'importe quel objectif, tu vois. T'es pas obligé de gagner 10 000 euros ou j'en sais rien par mois ou quoi. Ça peut être juste être épanoui, ton objectif, tu vois, ou d'être heureuse ou peu importe. Mais clairement, moi, ce qui me faisait vibrer, c'était la compète. C'était justement cette phase de préparation pour atteindre un résultat. Après, c'est bête. Quand tu réfléchis, t'imagines, on court après un résultat, quoi. Alors que je te disais qu'au final, la médaille, pour moi, c'était pas le plus important, mais c'est juste ce goût du challenge, en fait, moi, qui me stimule encore aujourd'hui. Hein. Je ne vis que par ça. Enfin, tu vois, j'ai besoin de ça. Sinon, j'arrive à rien faire, en fait. Ça me fait pas plaisir de faire... franchement, j'ai pas envie de faire le marathon. Mais je me dis que ça va être trop stylé. C'est le marathon des Jeux. J'ai la chance d'avoir un dossard. En fait, je vais être super fière quand je vais arriver. Mais je t'avoue que la prépa, elle m'enchante pas du tout. Que ça me saoule à chaque fois que je dois aller courir. Franchement, dire que je prends du plaisir, c'est fort. Mais ce que je kiffe, c'est là où tu te dis qu'on est sado, c'est que...
en fait, j'ai trop envie de réussir à le faire. Tu vois, je me suis fixé cet objectif-là en tête, c'est d'arriver au bout de ce marathon et je sais que je vais tout mettre en œuvre pour y arriver, même si ça me plaît pas tellement, tu vois. Et je pense que dans la vie, c'est un peu ça. On fait pas toujours ce qu'on aime déjà, malheureusement. Tu vois, c'est hyper rare franchement, quand t'arrives à avoir un métier où t'es hyper épanoui de partout, sur tous les points, c'est quand même assez rare. Où t'as le salaire qui va avec, tu vois, où t'as vraiment le tout, quoi. C'est compliqué, donc il faut aussi faire parfois des petits trucs qui nous font pas plaisir, mais à la fin, t'es content, quoi, tu vois. De toute façon, le chemin pour réussir, il est toujours semé d'embûches, hein. C'est compliqué. Hein. T'as gardé en gros ce truc d'entraînement à chaque fois, d'avoir ton planning, tes objectifs, même encore là pour la préparation du marathon, finalement, t'as ça en toi d'avoir toujours la phase d'avant la compète et le après. Mais ouais, on sent que c'est quelque chose qui est en toi, quoi. Ouais, moi ça rythme ma vie et je pense que si j'ai pas ça, je suis pas heureuse. J'ai mis trop de temps à le comprendre quand j'ai arrêté le sport de haut niveau, justement. Je pense que c'est le truc qui m'a le plus manqué, c'est de trouver mon équilibre. Bah, évidemment, j'allais pas continuer de m'entraîner autant, ça n'avait aucun sens et j'avais pas envie. Mais en fait, j'ai vite compris et j'étais malheureuse sans ouais. Il faut que je sache un minimum où je vais. Et j'ai mis du temps, tu vois, ça m'a pris 1 an et demi, je pense, à me retrouver après l'arrêt du plongeon, là, où j'étais un peu perdue, je savais pas trop qui j'étais. Enfin, ouais, je savais pas trop qui j'étais. Enfin, je me connaissais moi en tant que sportive de niveau, mais je me connaissais pas vraiment moi, je sais pas, qu'est-ce que je voulais faire, en fait. Parce qu'on réfléchit pas, mine de rien, on réfléchit pas trop à ça pendant la phase du sport. J'avais fait des études à côté, évidemment, mais je savais pas si vraiment je voulais faire ça de ma vie, tu vois, je savais pas où ça allait me mener, en fait. Et finalement, j'ai vite compris que sans objectif, j'étais pas heureuse, quoi. Donc, c'est vraiment un truc qui rythme mon quotidien. Et là, tu vois, je vais réaliser un big objectif pour moi en animant le Club France aux Jeux, parce que c'était un de mes plus grands objectifs de carrière. Je le fais à 29 ans, c'est fou. Et je pense qu'après ça, je vais avoir une grosse phase un peu... waouh, en mode, ok... Enfin, t'as réalisé un sacré truc, bah ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait, quoi? Où on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir encore faire de mieux, tu vois, genre, ouais, moi j'ai vraiment besoin de ça. Sinon, en même temps, t'avances pas, quoi. Peut-être qu'un jour, je me contenterai, je sais pas. D'un truc petit, tranquille, peut-être, mais pour l'instant, c'est chaud. Et tu dis justement qu'après les Jeux, tu vas avoir une phase d'euphorie, tout ça, mais est-ce que c'est possible qu'après une compétition, justement, on fasse des déprimes, qu'on perde ce sens en fait qu'on avait donné, parce qu'on a donné de l'énergie dans la préparation, tout ça. Et une fois que l'objectif est passé, bah, comment ça se passe en fait? Non mais grave, mais je te disais que justement qu'après le Club France, après les Jeux, j'allais avoir une phase de déprime, c'est sûr. Euphorie pendant, ouais, parce que genre là, je suis comme une dingue, je suis excitée, mais une fois que cet objectif-là, il va être passé... Mais ouais, même là, ça m'angoisse. Non, mais c'est vrai que ça va faire... Enfin, là, ça fait 4 ans que je suis à fond là-dessus, où je kiffe trop mon métier, où je suis partout. Je vis pour ça, en fait, pour cet événement-là qui va arriver dans quelques semaines. Et waouh, après ça, ouais, je vais me prendre une bonne claque, je pense. Mais... Non, j'allais te demander comment tu te prépares à ça. T'es encadré, t'as non. Une équipe autour de toi au niveau de l'entourage. Non, mais au feeling, après, je sais très bien que mon boulot, il va pas s'arrêter du jour au lendemain et qu'il y a sûrement plein d'autres challenges qui vont m'attendre. Mais c'est vrai que ça fait partie de mon métier aussi aujourd'hui où je sais pas où je vais. Et c'est ça qui est... Enfin, j'ai mis du temps à trouver ça trop cool, mais aujourd'hui, je trouve que c'est trop cool parce que j'ai pas de routine. Et je m'éclate, en fait. À chaque fois que je bosse, pour moi, c'est... Enfin... Tu vois, je te disais, c'est rare d'avoir tout qui est aligné. Bah, c'est vrai que là, depuis 3 ans, moi, j'ai tout qui est aligné et... Je me demande justement quand est-ce qu'elle va arriver cette grosse claque, tu vois, où au final, il va peut-être falloir que je reprenne des choses qui me plaisent un peu moins, mais pour avoir de l'argent à la fin du mois, ou tu vois, peut-être que ça arrivera jamais, je me le souhaite, franchement, que je continue sur ce chemin-là, ça serait trop cool, mais écoute, après, je m'adapte, tu vois. S'il y a bien un truc que ça m'a appris, c'est que je m'adapte. On verra après les Jeux, pour l'instant, j'y pense pas, parce que c'est la meilleure période de toute ma life qui va arriver, mais on s'adaptera après les Jeux, et puis la vie, elle est cool, quoi. Non, mais il y a toujours des belles surprises, tu vois, même dans les phases un peu moins bien. Ça, franchement, je l'ai vraiment appris.
mine de rien, t'en tires toujours pas sur le coup, mais t'en tires toujours quelque chose de bien et ça t'amène toujours sur un autre chemin auquel t'avais pas pensé. Et moi, c'est ce qui m'arrive depuis 3 ans. J'aurais jamais pensé que tout ça m'arriverait. Donc, vas-y, je me dis que ça va... Il y a pas de raison, en fait. Voilà, je me rassure comme ça. Tu nous parlais tout à l'heure de la France comme non-nation du sport. C'est justement une thématique qui avait posé un peu souci il y a quelques années, lorsque la France avait eu la candidature pour les JO, où le président avait dit je veux tant de médailles, je veux que les Français gagnent tant de médailles aux Jeux. Et ça avait fait réagir notamment Teddy Riner, qui avait dit qu'on n'était pas une nation du sport. Donc, tu nous donnais un petit peu ton point de vue sur la question tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça et qu'est-ce qui fait que on n'est définitivement pas une nation du sport en fait. On s'y donne pas assez, on ne travaille pas dessus. Qu'est-ce que les Mais c'est pas dans équipements... notre culture. En fait, tout simplement, c'est pas dans notre culture. Donc, t'imagines pour changer la culture d'un pays. Enfin, ça prend pas. C'est pas l'année prochaine qu'on va faire ça. Hein. Il faut changer des choses dès maintenant. Je pense que je te le disais tout à l'heure, ça commence dès l'école parce que clairement le sport est pas prioritaire à l'école. Hein. Ça se saurait sinon. Je pense que les élèves, tant qu'ils peuvent éviter le sport, la plupart ils l'évitent, tu vois. On sait pas enseigner le sport, on sait pas nous intéresser vers le sport. Enfin, moi, ce qui m'a intéressée, c'est mon club. Si j'ai aimé le sport, c'est pas grâce à l'école, c'est parce que j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont fait un peu tout essayer dans les clubs. J'ai touché à plein de sports avant de faire de la gym macro, mais pas tous les parents non plus ont le temps, tu vois, d'emmener leurs enfants dans des clubs. Voilà, et puis je pense que nous, on est un pays de culture. On n'est pas un pays de sport, en fait. Tu vois, la priorité, elle n'est pas là, du tout. Donc, je pense que tant qu'on ne changera pas ça réellement, mais ça veut dire qu'il faut revoir tout le plan scolaire. T'imagines le temps que ça prend ? Enfin, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Je sais même pas, tu vois, ça doit être dur d'être président de la République. J'imagine qu'il ne peut pas dire du jour au lendemain, écoutez, on fait que l'école le matin et l'après-midi, c'est sport, tu vois ? Et puis si on fait ça, les gens, ils vont devenir fous. Vu que c'est pas dans la culture, ils vont dire mais il est malade lui, qu'est-ce qui lui arrive ? Enfin, tu vois, c'est tellement un long travail que moi je suis complètement d'accord avec Teddy. Enfin, il a raison. Après, ça a évolué. Hein. On a été grande nation. Je crois que c'est, je sais plus. Il y a un truc en 2024 là où truc prioritaire. Enfin bref, ils ont mis un peu le paquet sur le sport évidemment. Donc du coup, je crois que c'est devenu un truc un peu prioritaire. T'as les 30 minutes maintenant d'activité par jour dans les écoles, dans plus de 30 000 écoles, un truc comme ça. Donc ils ont mis des choses enfin ça bouge, tu vois, ils ont mis des choses en place. Mais bon, c'est jamais trop tard, c'est cool. Mais en fait, peut-être qu'on va commencer par 30 minutes obligatoires, et puis, je sais pas, dans 5 ans, ça sera 1 heure, j'en sais rien. Et puis après, dans 15 ans, ils vont dire, finalement, on change ci. Enfin, tu vois, je pense que ça va se faire avec le temps. Mais en tout cas, là, demain, tu peux pas demander à la France d'être une nation de sport. Enfin, ça va prendre beaucoup de temps. T'imagines, depuis le temps que le pays il existe, va falloir en faire des générations, tu vois, qui grandiront autrement, en fait, avec une autre culture, avec une culture différente. Mais après, ça change. Est-ce que le fait d'être une nation de sport, ça met pas une pression supplémentaire sur les sportifs ? Bah non, parce que tu vois, je trouve que contrairement à la France où quand t'es pas champion olympique ou quand t'es pas sur le podium, t'as l'impression que t'as raté ta carrière, quoi. Tu vois, t'as ce truc-là où l'échec est pas du tout valorisé en France. Vraiment, si tu fais pas un podium, genre, tu vois, quand Teddy il fait 3e au dernier jeu, t'as l'impression limite que c'est une contre-perf. Les médias disent que c'est une contre-perf. Teddy dit quoi ? Il dit mais je suis trop content de ma 3e place. Et aux US, t'as moins ça, par exemple. Ou dans d'autres pays, l'échec est beaucoup plus valorisé. Ouais, ils respectent en fait le sportif, le travail que c'est, et ils vont pas te dire juste parce que t'as été moins bon ce jour-là, t'as raté ta carrière, tu vois. Enfin, nous, on est dur. Hein. Franchement, en France, je trouve qu'on est dur, mais pas que dans... Là, je te parle du sport, mais je trouve que c'est pareil dans tout. Enfin... En fait, on reconnaît pas le travail fourni. Ouais, ou alors, tu vois, quelqu'un qui réussit, je sais pas, on va toujours dire... je sais pas, t'as cette espèce de jalousie en France, un peu mal placée, où on va pas être content pour toi, en fait. Que tu réussisses, c'est pas bien. Ouais, puis comment il a réussi ? Ouais, bon, piston... Enfin, tu vois... T'as beaucoup ce truc-là en France et t'as moins ça aux États-Unis. Aux États-Unis, tu réussis, on va te dire mec, vas-y, comment t'as fait ? Genre, dis-moi, je suis fan. Enfin, donc c'est... Mais après, j'adore notre pays. Hein.
Non mais parce que là, genre, non mais je tiens à le préciser, je suis hyper heureuse dans notre pays. C'est juste que c'est vrai que d'un point de vue sportif, mais je pense qu'on en souffre tous de ça, pas que dans le sport, mais ouais, je sais pas pourquoi. Pour le coup, je sais pas pourquoi la réussite est mal perçue en France. Je sais pas. Mais l'échec est mal perçu aussi. Oui, mais je sais pas pourquoi. Alors que, enfin, tout le monde sera d'accord quand tu discutes avec les gens et que tu leur parles un petit peu de toi, ce qui t'a fait repartir ou des périodes difficiles, comment t'as fait pour t'en sortir. Les gens, ils sont comme des dingues. Tu vois, moi, je fais plein de conférences là-dessus en entreprise, justement sur la résilience et tout. Il y a plein de monde qui vient me voir à la fin qui me dit mais ouais, mais c'est super, enfin, t'as raison et tout, ça nous parle grave. Et pourtant, parfois, j'ai l'impression que c'est fou qu'on n'arrive pas à valoriser l'échec alors que j'ai l'impression que tout le monde est assez d'accord, quoi. Et ça serait cool qu'on se soutienne un peu plus là-dessus parce qu'on vit tous des moments de galère dans une vie quand même. Mais ça va changer, ça aussi. Ça évolue quand même, ça évolue vachement. T'as peut-être plus honte de l'échec en France, par exemple, qu'aux États-Unis. Ouais, mais carrément. Mais si t'en as plus honte, c'est parce que les gens te font comprendre que c'est honteux. Enfin, tu vois, je parlais des médias. Quand tu fais une contre-perf, tu peux être sûr que les premières pages de l'équipe, ça va être du négatif. Ça va jamais être un soupçon de positif, tu vois. Et c'est super dur, en fait. T'imagines le sportif qui voit ça ? Enfin, je sais pas. Enfin, moi, ça me... Comment tu le vis dans les entraînements suivants ? T'essayes de pas regarder tout ça. Hein. De toute façon, tu te blindes. Hein. Quand t'es sportif, tu te crées une carapace parce que sinon, tu t'en sors pas. Et il faut vraiment être bien entouré. C'est pour ça que je pense que c'est... Enfin, même les sports les plus individuels, ils sont pas individuels, ils sont collectifs. Et ça aussi, tu vois, on parlait du travail de l'entreprise, c'est exactement pareil. C'est... Dans une entreprise, tu réussis jamais tout seul. Donc, nous, c'est exactement pareil. Tu as besoin des autres pour réussir, tu as besoin des autres pour te tirer vers le haut. C'est tellement important. Le soutien de tes collègues, j'en sais rien, de tes partenaires d'entraînement. Enfin, pour moi, tu peux pas évoluer sans eux. Et c'est quelque chose de primordial pour réussir, quoi. Est-ce que toutes les médailles que tu as obtenues dans ta carrière, ça suffit à te rassasier en tant que sportive, à accomplir tes objectifs et à t'inscrire dans un collectif finalement ? En fait, je pense que tu as plusieurs phases dans ta carrière. Je pense que quand tu es jeune, clairement, tu veux gagner. Moi, j'ai été motivée par ça dès le début. Parce qu'il y a un moment donné où, vu que tu donnes beaucoup, tu as envie de... T'as envie de ça, t'as envie de la médaille, parce que pour toi, c'est genre le truc ultime où tu te dis, c'est bon, j'ai pas fait tout ça pour rien, et je pense que évidemment que t'en as besoin. Enfin, tu vois, pour faire du sport de haut niveau, il faut aimer gagner. Enfin, de toute façon, t'aimes pas perdre. Mais je pense que c'est quelque chose qui évolue avec le temps et avec du recul. Je pense que quelqu'un qui a une carrière de 20 ans de sport de haut niveau ne voit plus les choses de la même manière, mais parce que la vie évolue, parce que tu vois qu'il y a d'autres priorités, parce que tu sais que ça reste que du sport. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? T'as aussi ce truc où, en fait, il y a un moment donné où, quand t'arrives vers les 25 piges, que ça fait 10 ans que tu fais ça, ouais, t'as eu cette phase où t'étais comme un dingue, tu voulais que l'or, et t'étais comblé par ça. Mais je pense qu'avec la vie qui évolue, forcément, tes priorités, elles changent. Et tu vois, moi, en fait, ma priorité, quand j'ai arrêté, c'est parce que j'avais plus envie de gagner. Enfin, je m'en fichais, quoi. Je m'en fichais, j'avais besoin d'autre chose à ce moment-là. Et je pense que ce qui m'a comblée à ce moment-là, en tout cas, c'est de m'épanouir, moi, ailleurs. Je pense que les sportifs d'aujourd'hui qui sont toujours là après 15 ans, ils sont très heureux aussi d'avoir leur famille à côté et que... évidemment qu'ils arrivent à prendre du recul, du coup, quand Teddy fait 3e, le mec, t'imagines la carrière qu'il a, évidemment que... Enfin, je pense que lui, il a plus rien à prouver, clairement. En plus, tu vois, là, il fait partie de ces sportifs qui ont des records de malades, qui ont tout gagné. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans le sport, c'est qui tu es quand t'as tout gagné. Enfin, comment tu fais pour repartir. Moi, c'est ça qui me fascine. Quand, en fait, il y a plus rien à aller chercher, tu vois. Et c'est exactement la question que j'avais posée à Romain Canon, qui fait champion olympique à Tokyo, en escrime, où le mec, en fait, il a jamais fait champion d'Europe ni champion du monde, il est champion olympique direct. Enfin, tu vois, genre en mode, ok, j'arrive au jeu, c'est la meilleure journée de ma life, je suis champion olympique, mais ok, mais comment tu fais pour garder la motivation ? Qu'est-ce que tu vas chercher après ça, en fait ? Et je pense qu'il y a des choses qu'on peut pas expliquer, et je pense qu'on parlait de passion tout à l'heure, je pense que ça y est. Donc ouais. Est-ce que c'est pas aussi le collectif qui fait que... Mais je pense que c'est toutes les émotions que tu vis, en fait. C'est juste toutes les émotions que tu vis, toutes les rencontres que tu as faites.
ce lien que tu as avec tes coachs potentiellement, c'est ça qui fait que tu vibres de ouf. En fait, c'est même pas la médaille. Et ça, je pense que tu t'en rends compte bien plus tard. Et c'est pour ça qu'une 3e place au jeu, c'est cool aussi, parce qu'en fait, derrière cette médaille de bronze se cachent tellement de trucs dans le chemin que tu as fait pour cette médaille de bronze. Ça peut être des rencontres, ça peut être... je sais pas, en fait, t'as trouvé ton plaisir ailleurs que dans l'or, et c'est ça que je trouve ça intéressant, en fait. Et c'est là où moi, j'aime bien aller chercher les sportifs, c'est que t'as autre chose derrière le « ouais, je veux gagner, je veux être champion olympique ». Je pense que ça dure un temps, et après, t'as besoin d'aller te trouver ailleurs. Et en fait, tu te rends compte que sur ce chemin qui est semé d'embûches, justement, t'apprends tellement d'autres choses qu'à gagner, en fait, finalement, tu vois. Et c'est pour ça que j'arrive à être fière de ma carrière aujourd'hui, même si j'ai pas été championne olympique, ni championne du monde, ni championne d'Europe. C'est parce que j'ai trouvé tellement d'autres choses, en fait, que des médailles. Mais ouais, et tu le disais, ça passe clairement par le collectif, ça passe par les partenaires d'entraînement, par les pleurs, les rires, la galère, le bonheur de la victoire collective aussi de temps en temps. Ouais, les liens que j'ai eus avec mes coachs qui étaient super... tes parents qui viennent te voir et qui ont des étoiles dans les yeux, je pense que tu t'en rends pas compte tout de suite, mais tu t'en rends compte après. Je pense que c'est bien plus riche qu'une médaille d'or finalement, tu vois. T'en penses quoi qu'on impose un nombre de médailles ? On le vit comment en tant que sportif ? C'est dur, hein. Franchement, t'entends ça, déjà, t'as envie de lui dire, mec, lève-toi de ton bureau, et puis essaye de t'y mettre. Non mais attends, 90 médailles, en plus c'est irréel, enfin, c'est énorme. Et encore une fois, enfin... c'est là où tu te dis ouais, on n'est vraiment pas bon en sport, parce que si même le président de la République il croit qu'en claquant des doigts comme ça sans structure il va y avoir 90 médailles, t'as envie de te dire qu'il y a un problème, tu vois. Donc est-ce que vous avez du coup une pression de la part des clubs plus importante ? Les clubs, pas tellement. Franchement, les clubs, tu sais que les clubs en France, les pauvres, hein, c'est compliqué, hein. Pour moi, c'est le travail associatif, il est dur, et franchement ils sont bons, hein. Moi, j'ai été dans des super clubs, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. On en revient toujours aux moyens, mais le budget qui est alloué au sport, il est ridicule. Vraiment, c'est ridicule. Donc les clubs, ils font ce qu'ils peuvent, en fait. Et honnêtement, heureusement qu'il y a des bénévoles qui sont là pour nous aider, parce que sans eux, finalement, franchement, moi, j'aurais pas fait, sans mon club, là, à Bois-Colombes, j'aurais pas du tout été la personne que je suis aujourd'hui. Donc merci les clubs, parce que les clubs, pour le coup, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et c'est très dur d'aller chercher du budget, hein. Le ministère des Sports, c'est le plus petit des ministères. Donc c'est pour ça, t'as envie de... Tu vois, il y a un vrai paradoxe entre la demande du président de la République et les possibilités. Il y a un moment donné, il dit ça parce qu'on est bon. Mine de rien, la France, on est très bon. Au jeu, quand même, on ramène plein de médailles, malgré les difficultés qu'il y a au niveau des infrastructures et plein d'autres choses. Mais il y a un moment donné où forcément on est beaucoup plus limité que des pays qui ont beaucoup plus de moyens, en tout cas pour ça. Donc c'est hyper paradoxal, je trouve, de sa part de demander ça, mais sans donner tous les moyens aux sportifs pour y arriver. Ça a changé avec Paris 2024, parce qu'il y a un moment donné, on avait les Jeux chez nous, et je pense qu'on veut plus que jamais briller, évidemment. Je pense qu'ils sont bien contents aussi qu'on ramène des médailles, on va pas se mentir, hein. La Fédé, tu sais, une Fédé... c'est cool, hein, d'avoir un champion olympique issu de ta fédé. Je pense que ça fait bien au vu du ministère. Peut-être que le ministère alloue plus de moyens aussi, tu vois. Enfin, en fait, le sport, c'est vraiment un cercle vicieux. En fait, on te demande des résultats. Tu vois, nous, au plongeon, on nous demande des résultats. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ces résultats-là, tu vires. Clairement, on te le fait comprendre. Moi, quand j'ai arrêté, personne ne m'a demandé comment j'allais, hein. C'est ça qui est dur. C'est que quand même, attends, à ta fédé, tu te bats tous les jours. Tu ramènes des médailles. Tu fais tout ce qu'on te demande, t'essayes d'être parfait, en fait, le meilleur. Et en fait, à la fin, quand t'arrêtes ta carrière, mais il y a personne qui te demande de tes nouvelles. Personne ne t'aide, en fait, tu vois. Donc, c'est là où tu te dis que en fait, le sport en France, c'est super paradoxal, quoi. Et d'un côté, ils ont besoin de champions, les fédérations, pour faire briller leur fédération, mais d'un côté, il n'y a pas de moyens. Si t'avais la possibilité de mettre des moyens en place... Tu mettrais quoi comme moyen là pour atteindre l'objectif des 90 médailles ? Faudrait tout refaire. Non, mais tu vois... Mais d'ailleurs, c'est marrant, mais t'as plein de sportifs qui partent à l'étranger. Et ça, on déteste. C'est trop drôle. Moi, ça me fait marrer, mais... Ah là là, les fédérations, elles aiment pas ça, hein. Quand tu pars t'entraîner aux US, que tu dis, moi, je vais
Bon, vu qu'en France, on m'offre pas ce que j'ai envie pour progresser, et pourquoi pas aller aux États-Unis? T'en as plein. Moi, on m'a proposé d'aller aux États-Unis, d'avoir une super bourse et d'aller là-bas. J'ai pas accepté parce que je voulais pas m'éloigner de ma famille. C'est un choix perso, mais j'aurais été beaucoup mieux, en tout cas, à traiter en termes d'infrastructure. En fait, le truc, c'est qu'aux US, on te dit, Maxine, c'est quoi ton objectif? Tu dis, moi, je veux être championne olympique. Ok. Attends, on va te donner ça. En France, c'est pas comme ça. Enfin, tu vois, tu peux pas être championne olympique sans piscine. Il y a un moment donné où faut bien que tu partes ailleurs. Mais là, ce qui me fait marrer, c'est que t'as beaucoup de sportifs, notamment Léon Marchand, tu vois, qui s'entraînent aux US. Il s'entraîne aux US parce qu'aux US, il a tout ce qu'il faut pour s'entraîner, et c'est pas le cas en France. Donc, Et du coup, est-ce que les sportifs aux US ont plus de pouvoir pour avoir des moyens qui sont mis en place? Ouais, mais parce que je pense que c'est un système qui tourne autour du sportif. Tu vois, nous, on tourne autour de la fédé. Tu vois, en France, on est vraiment un système fédéral à part. Tu vois, c'est pas pareil dans les autres pays. Il y a pas de fédération. Enfin, c'est... Puis, voilà, mais après, on part dans un débat, mais tu vois, ceux qui sont aussi à la tête de certaines fédérations aujourd'hui et qui connaissent rien au sport, tu vois, c'est tout un système qu'il faudrait changer. Tu me demandes ce que je changerais si j'avais les moyens. Enfin, en fait, il faut tout refaire. Je pense qu'il faut vraiment tout refaire. Le système français du sport est quand même compliqué, hein, franchement. Au moins un accompagnement pour la sortie. Mais au moins, juste demander au sportif quel est son projet et l'accompagner dedans, en fait. Et c'est pas vrai, en France, on fait pas ça. Tu vois, c'est plutôt aux sportifs de se plier aux exigences de la fédé. Voilà, on veut 90 médailles, on veut tant de médailles, ok, donc on te met la pression. En fait, c'est ça la France, c'est ça le système français. C'est on te met la pression, et si tu réussis pas, on t'oublie, hein, on te parle plus. Tu vois, ça fait la diff, quoi. En fait, il y a un moment où t'as envie de dire... on est tous humains, on a tous des émotions. T'aimerais être accompagné, que tu perdes ou que tu gagnes. Enfin, tu vois, c'est ça qui manque, je pense. Mais c'est quand même malheureusement une grosse partie du job, quoi. Est-ce que pour finir ce podcast, tu aurais une dernière chose à dire, un petit mot, une petite phrase? Moi, j'ai passé un agréable moment avec vous. Même si, non, je rigole. Même si sur la fin, je commence à être tendue. non, mais c'est hyper cool. Je trouve que ça change aussi J'avais jamais vraiment parlé de ça, donc c'est cool. Et je pense que c'est important que ça soit dit en plus pour les sportifs qui galèrent déjà bien assez. Tu vois, si on pouvait être un peu plus valorisés, en fait, ça serait super. Et vu qu'on parle de travail... en fait, c'est comme dans un travail classique. Je pense que tu as besoin d'être valorisé, tu as besoin qu'on t'écoute, tu vois. Tu as besoin de ça pour être épanoui et heureux. Et je pense que c'est juste ce qui manque un petit peu aujourd'hui en France, en tout cas, dans tout domaine confondu, dans tout travail confondu. Je pense que si on était un peu plus écoutés, ça serait encore mieux, quoi. Voilà. Merci Maxine d'avoir échangé avec nous sur la double vie de nos athlètes, et au plaisir de te revoir sur Parlons peu, parlons ergo. Un remerciement également à l'équipe de rédaction de ce podcast, Thibaut Marcoux, Amy Francé, Hélène Gomez, Célia Vancamelbeke, Nicolas Turmel. Merci Mathilde d'avoir présenté cet épisode avec moi. Nous remercions également nos patriotes qui soutiennent le podcast et nous permettent de vous proposer des épisodes de qualité. Retrouvez notre page Patreon en description si vous aussi vous souhaitez nous soutenir. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux LinkedIn et Instagram pour ne rien louper de Parlons peu, parlons ergo. Au revoir et à bientôt.